une table ronde qui va revenir sur les sujets qui ont été abordés et même les dispositifs qui ont été présentés comme le rendez-vous de liaison, le rendez-vous de pré-reprise. Ce sont vraiment des dispositifs importants. Et je vais donc vous demander pour cette première table ronde quelle politique publique pour favoriser le maintien et le retour en emploi des personnes atteintes de cancer. C'est le titre de la table ronde. Je vais vous demander d'applaudir chaleureusement nos premiers intervenants et intervenantes. Thierry Breton, directeur général de l'Institut national du cancer. Didier Sartier, directeur général de l'AGFIP. Je vous en prie, messieurs. Nous avons aussi Patrick Issartel. Pendant ce temps-là, ça s'installe en plus. Pour l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Solène Taokali pour la DGT. Marie-Ange Buteau pour la CNAM. Brigitte Le Guilcher, qui viendra nous parler de la cellule innovation sociale à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Voilà, donc nos invités qui viennent s'installer, 3 femmes, 3 hommes, la parité pour cette première table ronde, pour ce colloque. Je vais peut-être, alors soit on va m'installer mon petit siège, je pense, tout à l'heure, mais installez-vous, ce n'est pas très pressé. Donc merci. Tous les 6, vous avez vraiment un rôle important, effectivement, dans toutes ces thématiques que nous allons aborder lors de cette table ronde. Alors c'est vrai qu'on vous a donné beaucoup de chiffres, mais on va vous le redonner. Voilà. François, merci beaucoup François. Alors ce chiffre, donc 5 ans après un diagnostic, 1 personne sur 5 a perdu son emploi. Ça, c'était une enquête qu'avait lancée l'INCa notamment. Donc c'est vrai que c'est important de citer ce chiffre. Thierry Breton, on l'a dit, on guérit de plus en plus du cancer, c'est une bonne nouvelle. Et justement, c'est aussi pour ça qu'il y a ce colloque, pour accompagner. Quelles actions vous menez au sein de l'INCa, justement, pour favoriser ce maintien à l'emploi et ce retour à l'emploi? Bonjour à toutes et à tous. Et quelques éléments, oui, pour répondre à votre question, Estelle. D'abord, c'est important, effectivement, de prendre en compte le fait que, globalement, la survie a beaucoup progressé à 5 ans dans la plupart des cancers, même s'il y a des cancers qui restent de mauvais pronostics. Donc cette survie qui progresse, l'évolution des traitements aussi, induit beaucoup de changements en réalité dans ces mêmes traitements, dans le nombre d'allers-retours vers l'entreprise, la possibilité ou pas d'avoir un travail. On passe d'une situation où on était plutôt dans des traitements qui étaient, je dirais, très pénalisants du point de vue de l'emploi, à maintenant la possibilité plus facile de rester en emploi. Et donc ça pose la question en fait de l'adaptation d'une organisation de travail. Et quand on dit les entreprises, en réalité, ce ne sont pas que les entreprises, ce sont tous les employeurs. De savoir comment ces organisations ont pu s'adapter à ces évolutions-là, qui sont celles que vivent les patients et celles que vivent les professionnels de santé. Et donc, ce que l'on cherche à faire à l'Institut national du cancer depuis 2015, c'est à mettre à l'ordre du jour cette dimension-là, cette nécessité de travailler sur nos organisations, avec un chiffre que je rajoute à celui que vous avez indiqué, qui est important. Il y a à peu près 1000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués chaque jour. Il y a 400 personnes qui sont en emploi. Oui, tout à fait. Donc, 400 personnes qui sont en emploi, c'est, je crois, un chiffre qui est important pour que tout le monde, les entreprises, les employeurs publics, les services publics, prennent conscience du défi que ça représente, aussi bien en termes de santé publique que pour leurs organisations. Donc notre propos, avec un rôle qui est celui de l'Institut national du cancer, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on prenne conscience et qu'il y ait une sensibilisation des acteurs sur la nécessité d'investir ce travail. Non pas que rien ne soit fait, c'est pas vrai. Quand on rencontre les entreprises, il y a des choses qui sont faites, on le voit. Mais c'est encore un mouvement qui reste, je dirais, relativement faible et qui pourrait être plus important. Donc une action de sensibilisation, de motivation, de travail. Et puis la difficulté, on l'a vu dans la conférence théâtralisée, en tout cas du point de vue d'une agence nationale ensuite, et avec l'ensemble des acteurs, c'est comment on fait à partir de ce bon sentiment et de cet objectif qui est au fond très consensuel. Personne ne veut que les gens restent chez eux. Enfin, si on peut maintenir les gens en emploi ou leur faciliter le retour en emploi, c'est évident, c'est partagé par tous les acteurs. Mais la question, c'est comment ? Comment ? Et en plus, on a bien compris qu'il y a ce côté un peu de peur aussi. Dès qu'on dit le mot cancer, il y a une peur qui se crée. Et dans les questions ou les remarques qui sont faites par vous, qui nous regardez, il y avait aussi la stigmatisation, le fait d'avoir peur de retourner au travail, d'être stressé. Toutes ces questions-là, c'est quand même des questions très fortes. Très, très fortes. Et donc, ce que l'on cherche à faire, c'est une chose qui est très difficile du point de vue national, mais pour les entreprises, c'est finalement comment on arrive à faire
entrer un peu d'intime dans l'entreprise pour pouvoir introduire toutes les nuances que la conférence a montrées, les interventions de Nathalie aussi, sur justement cette recherche d'une délicatesse pour aider les gens qui sont dans des situations difficiles. Et les gens qui sont en situation difficile parce qu'ils sont malades, c'est aussi des difficultés pour les managers et pour leurs collègues, on l'a bien vu. Donc on est sur à la fois, je dirais, la volonté de sensibiliser et d'accompagner les entreprises et de construire ensemble des outils qui ne sont pas des outils révolutionnaires. Il n'y a pas de formule magique en la matière. Il n'y a pas de bouton sur lequel on appuie et puis tout marche bien. C'est des petites choses qu'il faut construire petit à petit, c'est des démarches qu'il faut déployer. Et puis travailler ensuite avec tous les collègues qui sont dans cette table ronde-là pour voir comment aussi les dispositifs qui existent peuvent être adaptés. Il y a le sujet du temps partiel thérapeutique, il y a le sujet du côté de la GFI, peut-être de l'évolution du cadre et de la reconnaissance de travailleurs handicapés. Toutes ces droits qui existent, dont parfois les gens se sentent ou connaissent peu et qui peuvent être encore mobilisés, peut-être adaptés pour mieux répondre à ce que sont les besoins des salariés malades aujourd'hui. Quand on parle des salariés malades, évidemment, on parle des salariés touchés par un cancer. En réalité, les démarches que l'on promeut et sur lesquelles on travaille bénéficient à tous les salariés. Cela va de soi. On va développer tous ces sujets avec vous 6. Alors, je vais juste vous demander délicatement si vous pouviez vous pousser un tout petit peu, comme ça je vais m'installer, non pas que... Mais voilà, comme ça en plus je pourrai avoir accès, je rappelle à ceux qui nous regardent, mais vu le nombre de questions et de témoignages, je vous en prie, qui arrivent, effectivement, n'hésitez pas, encore une fois, via votre téléphone, à nous contacter, enfin me contacter, je ferai le relais, je vais prendre mes lunettes parce que la vieillerie me guette et donc je n'arrive pas à lire vos témoignages. Brigitte Le Guilcher, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous représentez en quelque sorte donc, cette entreprise, on va la citer, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN. Vous avez signé, votre entreprise a signé donc la charte de l'INCa. Elle fait partie des plus de 60 entreprises qui ont signé cette charte parce que votre entreprise, finalement, elle est pionnière dans ce secteur. Alors, pionnière, oui, en quelque sorte, mais j'aimerais dire deux mots quand même, parce que là, en fait, on nous a présenté beaucoup de chiffres qui sont désincarnés. Et le mérite de la conférence auquel nous avons assisté, c'est de mettre de l'humain, du collectif et de la chair. Et elle est exemplaire quant à toutes les difficultés que peuvent rencontrer aussi bien les salariés atteints d'un cancer que l'entreprise elle-même. Alors, effectivement, la cellule Innovation Sociale à laquelle j'appartiens, elle s'inscrit dans une longue histoire de l'Institut avec les problématiques de santé au travail, puisqu'en fait, l'Institut mène des études et des recherches dans le domaine de la protection des travailleurs, mais aussi des patients exposés au rayonnement ionisant. Et il faut savoir, je vais donner encore des chiffres, qu'aujourd'hui, me semble-t-il, sur 40% des personnes qui sont atteintes d'un cancer, la plupart sont soignées en 50% en radiothérapie. Donc l'Institut œuvre aussi beaucoup dans ce domaine. Et donc on peut comprendre qu'avec cette culture de l'Institut, effectivement l'Institut soit très sensible à ses propres salariés, à la question de la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, alors je ne vais pas faire de la pub, mais on a une politique qualité de vie et de travail qui est effectivement, qui n'est pas, que j'aime bien cette expression, qui n'est pas qu'inscrite sur les murs, mais qui est dans les murs et qui fait partie des orientations stratégiques de l'Institut et la cellule, et qui fait l'objet de nombreux accords. Ça, c'est important aussi parce qu'on a des négociations avec les partenaires sociaux très importants qui sont sensibles à ces aspects-là. Et la cellule, elle s'inscrit dans cette histoire. Elle a été créée en 2019 à l'occasion d'une réorganisation, pour un peu renforcer tous les dispositifs en la matière et aussi en proposer de nouveaux, un peu innovants, qui font des pas de côté, d'où son nom. Et donc, en fait, on est deux et on embrasse vraiment un champ très vaste, beaucoup plus vaste que celui de l'accompagnement des gens qui sont touchés par un cancer. On aborde des questions de risques psychosociaux, d'équilibre vie pro, vie personnelle, d'inclusion, avec une politique handicap et une mission handicap très forte. Et aussi, pour ma part, j'accompagne aussi toutes les évolutions d'organisation. C'est-à-dire, ce que j'aime à dire, c'est que j'essaie d'articuler la vision stratégique des uns à une certaine réalité du terrain, parce qu'une idée, elle est toujours brillante sur le papier, qui est bien connue par les salariés qui sont concernés. C'est ce qu'on disait. Des idées géniales, mais il faut les mettre en place. Voilà. Tout à fait. Et donc, en fait, dans ce domaine-là, la signature avec la charte, ça nous permet... Alors, peut-être qu'on n'est que deux, mais on œuvre au sein, ce qui a été rappelé dans la conférence, d'un collectif extrêmement large.
tous les acteurs qui ont été cités. C'est-à-dire qu'on peut être sollicité par les managers, des salariés, les responsables ressources humaines, le médecin du travail, l'assistante sociale, parce qu'on a la chance à l'Institut de disposer d'un service de médecine du travail très actif, avec aussi des assistantes sociales et des infirmières. Donc on est vraiment un collectif qu'on mobilise. Et tout ce collectif va nous interpeller. Et la posture qu'on a adoptée, les deux personnes de l'Esprit d'innovation sociale, c'est dès qu'on est confronté à une dynamique, à une problématique, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le sujet, parce qu'on aime bien croiser les regards, croiser les points de vue pour prendre en fait les solutions les meilleures dans les meilleures conditions. Alors justement, Brigitte, il y a une question, comment impliquer les RH et le manager pour que l'adaptation du poste aille au-delà de l'application des préconisations? Donc là, c'est mettre en relation, c'est ce que vous nous dites, vous mettez en relation tous les secteurs. On les met en relation, par exemple, lorsqu'il s'agit du retour, effectivement, qui est souvent, on est prévenu trop tardivement. J'y reviendrai par la suite, on essaie de s'améliorer dans ce sens-là, mais en fait, on met en relation donc, le manager, la personne concernée, le médecin du travail aussi, pour voir quel dispositif on peut mettre en place, soit d'aménagement du poste, mais souvent, j'y reviendrai plus tard, il y a beaucoup de choses à modifier. Et on va voir en fait que ces outils s'inscrivent dans un écosystème, pour reprendre des mots à la mode, qu'il va falloir faire bouger. Il faut faire bouger les lignes. Vous allez nous donner des exemples très concrets, effectivement, de ce que vous avez pu mettre en place au sein de votre entreprise. Alors justement, ces dispositifs, on en a un peu parlé justement dans cette conférence théâtralisée, avec le temps, ce fameux temps thérapeutique, qui est le temps partiel thérapeutique qui est mis en place. Alors on compte sur vous, Solène Taokali et Marie-Ange Biteau, parce que vous êtes vraiment au cœur du réacteur, hein, pour représenter la Direction générale du travail et la CNAM. Donc voilà, ces dispositifs, est-ce que vous pouvez brièvement, on n'a pas le temps de les développer, sinon ça nous prendra un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'on l'a dit, et on y reviendra tout à l'heure, ils sont parfois méconnus. Donc quels sont ces dispositifs, surtout qu'il y a cette nouvelle loi de 2021 qui a été mise en place. Donc Solène, vous commencez? Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, on note une véritable nouvelle impulsion depuis la mise en œuvre de la loi du 2 août 2021, qui est une loi assez importante parce qu'elle vise à renforcer la prévention et la santé au travail en ayant vraiment un axe fort sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'accompagnement des personnes vulnérables et comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Alors pour ça, la loi, elle va vraiment s'intéresser à vraiment un facteur qui est très important lorsqu'on parle de retour à l'emploi, c'est l'anticipation. Donc elle va mettre en place des dispositifs qui permettent d'anticiper le plus possible, le plus en amont possible, le retour à l'emploi des salariés, à travers, par exemple, on en a parlé tout à l'heure lors de la conférence, du rendez-vous de liaison, qui est vraiment un rendez-vous qui permet, pendant l'arrêt de travail du salarié, de maintenir un lien, un contact entre le salarié et l'entreprise. Alors c'est un rendez-vous qui n'est pas un rendez-vous médical, mais qui est un rendez-vous d'information, parce que c'est justement l'occasion de sensibiliser à la fois l'employeur et le salarié aux dispositifs de maintien d'emploi qui existent, comme par exemple l'essai encadré, la convention de rééducation professionnelle, le temps partiel thérapeutique, mais aussi tout ce qui va concerner les aménagements de poste, de temps de travail, et aussi de sensibiliser l'employeur et le salarié à cette étape vraiment clé qui est importante dans le parcours de retour à l'emploi, qui est la visite de pré-reprise. C'est une visite qui est parfois un peu oubliée des professionnels, et alors qu'en fait c'est une visite importante qui est rendue possible dès 30 jours d'arrêt. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette visite de pré-reprise? Parce que c'est vraiment le moment idéal pour discuter du plan de retour à l'emploi du salarié. Parce qu'elle a lieu pendant l'arrêt de travail du salarié, donc on a suffisamment de temps pour penser quels dispositifs on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut se coordonner avec les différents acteurs du maintien d'emploi, comment est-ce qu'on peut travailler avec l'assurance maladie notamment. Donc pour anticiper. D'ailleurs, j'en profite, puisqu'on me demande que prévoit la loi pour les absences, alors c'est Nathalie d'ailleurs, que prévoit la loi pour les absences ponctuelles pour cause de rendez-vous médical pendant un jour travaillé. On est vraiment là pour être dans des questions très, très concrètes. Est-ce que vous pouvez répondre à Nathalie sur ce point-là ? Alors sur ce point précis, normalement, alors il y a plusieurs dispositifs concrets qui peuvent être mis en place, mais il y a des accords d'entreprise qui peuvent déjà prévoir des congés un peu exceptionnels pour ces rendez-vous médicaux, mais aussi normalement, quand il s'agit d'un rendez-vous médical sur un temps de travail, il n'y a pas de souci pour pouvoir se rendre à ce rendez-vous. Enfin, voilà, il faut juste prévenir les équipes concernées. Oui. Voilà, a priori, c'est la réponse. Donc, vous nous avez présenté ces différents dispositifs. On sent que le rôle vous l'avez dit, on ne le sent pas, c'est une réalité, le rôle du médecin du travail est vraiment plus valorisé, plus fort.
Marie-Ange, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question-là du Oui, médecin donc du travail et de son absolument, rôle? effectivement, on est vraiment sur, et ça a été évoqué aussi dans la conférence, en fait, sur une coordination d'acteurs, bien sûr organisée autour de l'assuré patient malade qui est en capacité ou qui bientôt pourra l'être de reprendre son activité, une activité professionnelle, alors qu'il soit salarié ou travailleur indépendant du reste. Et donc, effectivement, l'importance d'avoir des professionnels de santé, médecins traitants, médecins à l'hôpital aussi, hein, on s'est évoqué aussi tout à l'heure, médecins du travail, et puis effectivement aussi médecin conseil qui va aussi valider un certain nombre de mesures. Donc on a vraiment cette coordination très importante et cette implication très importante des médecins autour du patient, et puis bien sûr tous les acteurs de la remobilisation ou de la compensation, qui sont aussi fondamentaux, ce que disait M. Breton aussi tout à l'heure, dans la mise en place d'un certain nombre de mesures, et tout ça effectivement avec dans une complexité de dispositifs organisationnels qui est très importante, et du coup d'où l'importance effectivement d'avoir aussi des professionnels qui sont en capacité d'expliquer les dispositifs et de coordonner les parcours et d'accompagner les assurés malades dans leur projet de retour en emploi. Et pour nous effectivement aussi bien sûr l'entreprise qui a été évoquée, qui est un acteur fondamental, puisqu'on le sait nous aussi que, alors qu'il s'agisse de patients atteints d'un cancer ou de pathologies lourdes ou de pathologies autres que celles d'un cancer, en fait, qu'ils souhaitent, après un arrêt de travail, revenir en premier lieu sur leur ancien poste de travail, et lorsque ce n'est pas possible, de revenir dans leur entreprise d'origine. Donc c'est vraiment le souhait des malades lorsqu'ils veulent revenir au travail. Donc effectivement, on a besoin de cette coordination d'acteurs, et on a aussi tous ces dispositifs qui sont effectivement assez complexes et qui peuvent être mis en place soit pendant l'arrêt de travail, donc Solène en a évoqué quelques-uns, comme voilà, le temps partiel thérapeutique, l'essai encadré, ou même après l'arrêt de travail, comme par exemple la convention rééducation professionnelle en entreprise. Et donc effectivement, ce sont des dispositifs qui sont pour certains financés par l'assurance maladie dans le cadre de l'arrêt de travail ou post-arrêt de travail. Et puis je dirais presque que l'assurance maladie, elle intervient aussi pour la prise en charge des patients, qu'ils soient en capacité ou non encore de reprendre une activité au premier jour de la maladie, par le versement d'indemnités journalières qui permettent aux patients de pouvoir se donner le temps du soin et du rétablissement au moment où en fait il a une perte d'activité, une perte de revenus. Donc le fait de verser aussi un revenu de remplacement, même si bien sûr tous les dispositifs sont toujours améliorables, c'est aussi une façon de contribuer au projet de retour en activité. Le côté financier est extrêmement important. Est-ce que vous avez des retours sur le rendez-vous de liaison? C'est Ludovic Brégeot qui pose cette question. Est-ce que vous savez déjà si c'est vraiment suivi, et est-ce que c'est mis en place effectivement au sein de la fonction publique? Évidemment, je l'espère bien, mais oui. Alors, c'est vrai que ce dispositif est tout récent puisqu'il est entré en vigueur au 31 mars 2022. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de retour, mais on compte lancer une enquête dès l'année prochaine pour avoir un peu plus de données sur comment est-ce que les entreprises se sont saisies de ce nouveau dispositif. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Didier Essarié, vous représentez donc l'AGFIP. Alors l'AGFIP, vous en avez certainement entendu parler la semaine dernière, parce qu'il y avait une grande campagne autour de l'emploi des personnes handicapées. L'objectif, c'est inciter les employeurs. Alors, quelle est votre action pour les personnes atteintes d'un cancer? Déjà, peut-être que ça nécessite un éclaircissement. Oui, alors peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est la GFIP. C'est vrai que notre objectif est de soutenir l'emploi au sein des entreprises. Alors c'est évidemment les recrutements, mais c'est aussi tout ce qui est justement maintien en emploi, évolution professionnelle, formation, puisque je rappelle justement, et on va en reparler tout de suite après, en général, le handicap est acquis au cours de la vie. Et donc c'est aussi un sujet de reconversion professionnelle, d'accompagnement et de soutien pour permettre de trouver les solutions pour que les personnes avec handicap puissent exprimer leur talent, je vais dire ça comme ça, et leurs compétences. On en parle depuis ce matin. Alors, le mot, on dirait, comment le handicap s'inscrit par rapport à une thématique comme pathologie comme le cancer. Faut revenir à ce qu'est le mot handicap. En fait, le handicap, c'est juste pour identifier une différence, un besoin, finalement, de compensation, pour prendre un terme technique, et donc de dire, là, il faut faire quelque chose.
Donc, quand on parle de cancer, et on l'a bien vu ce matin, ça peut être associé à des troubles variés, y compris par rapport aux problématiques médicamenteuses. Ça peut être ou de soins. Excusez-moi, je vais être très mauvais techniquement. Et ça peut être aussi associé à des problématiques de fatigabilité et autres, qui sont finalement des empêchements au travail, qui sont, comme pour toute autre forme de handicap, un handicap de fait, et qui, à partir de là, d'ailleurs, peut être reconnu aujourd'hui, comme par les maisons départementales du handicap, comme étant reconnu au sein de l'entreprise comme un handicap. Donc, naturellement, et tout ce qu'on a pu entendre ce matin, pour nous, ça résonne très fort, puisque ces sujets-là, évidemment, nous, on connaît le handicap, les troubles musculo-squelettiques, ce qu'on trouve beaucoup dans les entreprises. Maintenant, aujourd'hui, on a aussi tous les troubles psychiques qui montent fortement autour de la santé mentale. Mais quel qu'il soit, alors tout le monde a en tête, j'ose pas le citer, les problématiques de mobilité, mais ou les troubles sensoriels. Mais finalement, toutes les questions que vous posez, quand on est en situation d'empêchement au travail, quel que soit finalement ce qui l'empêche, et ça peut être, ce n'est pas nécessairement qu'une maladie, c'est vrai que l'ensemble des maladies chroniques peuvent être, ou des maladies rares, ou tout un tas de systèmes, sont justement notre enjeu aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que finalement l'entreprise, qui est le lieu de société, qui est la société, quelque part, permette l'accueil de chacun, pour que chacun puisse finalement apporter toutes ses compétences, et même si elles évoluent, même s'il a la capacité à faire. Puis après, ce qu'on s'aperçoit aussi d'ailleurs, c'est que quand on parle de handicap, on parle de résilience, on parle aussi finalement de développement de savoirs expérientiels qui sont aussi fort utiles au sein de l'entreprise. Donc on est aujourd'hui simplement, à la GFIP, bien évidemment, on est là où on a été créé par rapport à une obligation d'emploi. Et aujourd'hui, on essaie de faire comprendre que les empêchements, les troubles, bien, il faut savoir finalement que chacun, que l'entreprise qui est un lieu de société s'adapte pour que chaque personne puisse finalement développer ses compétences. Et c'est aussi en lien, on l'a vu, ça a été dit, avec les problématiques de rétablissement, le travail étant en plus un lieu de rétablissement. Vous donnerez des exemples concrets au fil de cette table ronde. Patrick Sartel, vous représentez alors l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, 50 ans d'existence déjà, un bel âge. Vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer justement pour améliorer les conditions de travail pour les personnes malades du cancer? Quel est votre rôle? Alors nous, on a un rôle multiple. Alors peut-être au-delà des 50 ans, on a une particularité. Alors, donc on va commencer la vieillerie aussi, nous, arrive un moment, donc on se remet un peu en question. On a une particularité, c'est qu'on est une agence publique, paritaire. Et c'est pas innocent si je le pose, parce qu'on a cette question qui a été abordée depuis ce matin du côté de l'employeur, du manager, du salarié malade. On a un enjeu aussi à informer, à sensibiliser les partenaires sociaux dans les entreprises, puis globalement les confédérations sur ces questions, dans la mesure où aujourd'hui on se retrouve dans une situation qu'on a connue il y a 20 ans sur les RPS, avec une incompréhension de ce qu'étaient les risques et les troubles associés. Je ferme cette parenthèse, mais c'est un vrai enjeu. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est opérateur de politique publique, avec là encore une autre particularité à l'ANAC, c'est qu'on a une mission d'expérimentation. À savoir qu'on va aborder des sujets comme le maintien en emploi des personnes atteintes de cancer ou de maladies chroniques, et je vais faire sourire une fois de plus. On va mettre tout le monde dans ce même package, parce qu'on va considérer non pas la personne comme handicapée ou la personne comme malade, mais la situation de travail comme handicapante. Donc et c'est pour ça que le titre du colloque et de la rencontre est super important de notre point de vue, parce qu'on est sur cancer et travail, on n'est pas sur cancer et emploi. Et donc si on réfléchit en termes de travail, on va pouvoir adapter les situations de travail, ça va être notre mission. L'organisation du travail, en essayant de lui donner un peu plus de flexibilité, un peu plus de souplesse, là où historiquement on a eu des politiques publiques qui avaient toute leur place à ce moment-là, on avait plus une approche individuelle. On va gérer la situation de la personne, on va adapter son poste, mais on restait relativement flou sur quelle était cette adaptation et son impact sur l'organisation du travail, sur le collectif de travail. Donc là, on va plus être sur ces questions d'expérimentation, de nouvelles manières de faire. Je crois que j'ai des collègues qui auront une masterclass tout à l'heure qui parlent d'innovation en situation réelle. C'est comment est-ce qu'on va jouer sur
des petits, vous parliez d'irritants au travail, des petites choses qui vont permettre de fluidifier l'activité de la personne, parce que être malade, être en traitement, être dans une situation de handicap, c'est une variabilité comme une autre. Est-ce que vous avez un exemple? J'imagine que vous avez beaucoup d'exemples, et si vous pouvez nous donner un petit exemple concret de ce que vous faites? Petit exemple concret. Alors, je vais le développer très peu, celui-là, mais on avait dit, on a des projets aujourd'hui qui sont financés par l'INCA d'ailleurs et la GFIP, autour de la question des travailleurs indépendants. Il y a beaucoup de questions. Alors, voilà, beaucoup de questions on a des sur projets ce statut-là. d'expérimentation sur comment est-ce qu'on a le droit d'avoir ou pas un cancer quand on est patron ou travailleur indépendant. Donc là, on est en partenariat avec la GFIP, avec CARE13, avec l'INCA. On fait ça en région PACA. Et on essaye de travailler justement sur les situations de travail elles-mêmes des travailleurs indépendants, voir ce qui peut, le cas échéant, être maintenu dans l'activité, parce qu'il y a un chiffre. Peut-être j'aurais dû commencer par celui-là. Et il n'est pas désincarné du tout, celui-là. Nos collègues de Nouvelle-Aquitaine, du réseau Anactaract, ont fait une étude il y a 3 ans à peu près, et nous on a reproduit une étude sensiblement similaire en PACA. On a globalement chez les indépendants 30% d'arrêt de soins. Donc 30% d'arrêt de soins quand on a un cancer, c'est potentiellement un peu un carnage à l'arrivée, oui. Parce qu'on a volonté de garder son activité, de ne pas perdre ses clients, de ne pas laisser la place aux concurrents, et peut-être derrière l'oreille, malgré tout, le fait que l'activité peut être un plus dans le processus de guérison. Du coup, on va travailler, nous, avec ces indépendants, pour identifier avec eux, on a travaillé avec des professionnels de santé, des infirmiers, infirmières, ou avec des indépendants plutôt orientés consulting, sur leur cœur de métier, sur ce qu'ils pouvaient ou pas, au regard de la difficulté de la maladie, garder comme activité, cœur de métier, qu'est-ce qui était délégable. Je ne sais pas si c'est un néologisme ou pas, mais en tout cas, c'est ça qu'on a retenu. Et de pointer avec eux le temps, enfin, très simple en fait, c'est une méthode qui est très simple. Et du coup, de réorganiser leur activité, de réorganiser la manière dont ils pensent leur travail. Proposer des solutions voilà. Ensuite pour pas qu'ils refusent, ils ne refusent pas, mais pour qu'ils puissent travailler et se soigner aussi. Voilà, c'est l'idée de concilier le parcours de soins et le parcours professionnel. Donc on a cet aspect-là, et puis on a un autre enjeu, mais ça a été évoqué déjà, qui est autour de l'animation des écosystèmes. On a énormément de dispositifs publics qui fonctionnent. On a énormément... Ils sont assez connus ou pas? Parce que c'est tout le problème. Non, ils ne sont pas assez connus. Voilà, ils ne sont pas connus de tout le monde. Je vous propose, Patrick et Sartelle, de regarder ces chiffres, ces aides et dispositifs pour l'emploi. 70% des actifs et 73% des entreprises se disent mal informées. C'est un sondage BVA qui a été commandé par l'INCA, justement, dont 34% et 41% très mal informés. Donc, évidemment, on voit bien que le problème, c'est... Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de questions, donc malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous nous posez. Il y a vraiment comment vous expliquez, j'aimerais bien, alors peut-être pas vous Patrick, vous allez nous répondre après, mais qui veut me répondre à cette question de pourquoi tout le monde se sent aussi mal informé? Est-ce que on n'en parle pas assez? Est-ce qu'il faut plus de colloques de l'INCA? Qui veut répondre à ces questions? On peut le faire à plusieurs voix si tu veux, Patrick. Mais oui, alors on pourrait faire plus de colloques de l'INCA. Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Peut-être quand même en élément de contexte, il n'y a pas de particularité malheureusement sur la mauvaise information sur les dispositifs dans le champ de la santé. C'est la mauvaise information, les non-recours, on les retrouve sur beaucoup de dispositifs et pas uniquement dans le champ de la santé. On le retrouve en matière sociale, sur le recours au RSA. Enfin, c'est des chiffres et des constats qui sont posés d'une manière générale sur un certain nombre de politiques publiques. Donc évidemment, elles nous concernent là au premier chef. Je pense que dans notre situation particulière, il y a la nécessité, en tout cas, mais peut-être parce que le sujet est récent aussi finalement, qu'on le prend à bras-le-corps depuis quelques années à l'Institut, c'est de faire en sorte que tous les acteurs, et on voit qu'ils sont nombreux, autour du patient et du salarié malade, puissent eux-mêmes connaître ces dispositifs, ou en tout cas amorcer la pompe de la discussion avec les salariés. Donc dans l'entreprise en général, ils sont connus, mais dans le parcours de soins, non. Donc ils ne sont pas forcément connus, puis on ne va pas demander non plus aux oncologues, aux hématologues, aux radiologues, d'avoir autre chose dans leur travail que de soigner. Mais il faut qu'on prévoie dans le parcours quand même que le patient ait cette information-là pour qu'il puisse au moins avoir connaissance de ces dispositifs et voir ensuite comment il doit faire face à ces dispositifs. Enfin, faire face, en tout cas, il doit pouvoir les mobiliser. Donc la question du moment où on donne l'information dans le parcours avec un
premier temps qui est d'une lourdeur et d'une douleur incroyable. Ça a été bien vu, bien montré dans la conférence, hein, qui est le temps de la sidération et je dirais de l'assimilation d'un diagnostic qui est lourd de conséquences psychologiques, et de savoir à quel moment on peut éventuellement parler d'emploi en disant mais il y a ceci, enfin il y a ces dispositifs, temps partiel thérapeutique, etc. Donc il y a un sujet d'information, il y a un sujet d'aller vers au fond, c'est-à-dire comment on délivre cette information. Je pense que le parcours, c'est le bon moment pour le faire. C'est dans le parcours est relativement organisé quand même en France, et c'est là qu'il faut le faire. Et puis il y a peut-être un sujet qui peut être introduit et de sensibilisation des professionnels de santé, non pas que c'est eux qui vont expliquer ce qu'il faut faire, que c'est eux qui vont dire c'est tel et tel dispositif qu'il faut utiliser dans votre situation, mais peut-être il y a une inculturation et un changement sans généraliser qui pourrait amener les professionnels et qui sont en charge des malades, qui les prennent en soin, d'aussi ne pas forcément aller tout de suite vers maladie égale arrêt de travail, égale il faut s'arrêter longtemps, égale le malade doit être à l'écart de l'entreprise, hein, parce qu'on l'a tous dit, en réalité, lorsque c'est possible et lorsque c'est souhaitable, et lorsque le projet correspond à une aspiration personnelle du salarié, il va participer au processus de rétablissement. Donc sans que les médecins soient en charge, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont déjà beaucoup de choses à faire, mais peut-être cette petite musique de le travail, ça peut jouer un rôle utile dans votre parcours, pour être aussi diffusée et changer peut-être une culture qui évolue, hein, mais qui évolue encore un peu lentement. Marie-Ange Buteau, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, tout à fait, je partage complètement. Et puis, effectivement, donc c'est, comme on dit en bon français, du work in progress, parce que c'est un travail quotidien d'aller vers les professionnels de santé qui peuvent être ceux qui peuvent orienter, hein, sans prendre en charge, en tout cas, ils peuvent orienter. Donc, la connaissance du fait qu'il y ait des solutions, des personnes qui soient à capacité d'accompagner les patients malades assurés et dans leur projet, ça, c'est très important. Donc, effectivement, l'assurance maladie, on fait des choses auprès des professionnels de santé en termes d'information en médecine de ville, à travers aussi le développement avec nos dames, mais aussi on a développé un MOOC qui est autour de l'arrêt de travail, mais qui permet aussi d'aborder ces questions de la prévention de la désinsertion professionnelle. Il y a aussi, alors ce que nos assistantes de service social au sein de l'assurance maladie appellent l'information et la prise en charge au pied du lit de l'hôpital. Donc c'est ce que vous évoquiez également sur le bon moment et la coordination. Et donc, on a un travail que l'on fait aussi. Alors, je vous parlais d'exemples. Je peux citer un exemple où, en fait, on travaille au niveau des services sociaux, service social de l'hôpital, service social du département et celui de l'assurance maladie. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, avec l'Institut Calmette, où on va justement travailler sur cette prise en charge du patient, sur son information et coordonner les services pour pouvoir, en fait, assurer cette bonne information et cette acceptation du patient aussi, hein, de la maladie. Il y a une personne qui me demande effectivement si le service social de la CNAM délivre toujours ces réunions d'information, donc à destination des personnes en arrêt maladie, c'est ce dont vous parlez. Voilà, oui, donc c'est vrai que là on le fait, alors on le fait pas toujours tout seul, hein, mais effectivement l'assurance maladie, on a 2500 professionnels sur l'ensemble du territoire, et donc effectivement on fait de l'accompagnement individuel et aussi de l'accompagnement collectif. Donc en accompagnement individuel, on accompagne environ 350 000 personnes par an, alors pas toutes atteintes d'un cancer, hein, surtout des problématiques sociales, familiales et environnementales qui sont liées donc, en fait, à leur état de santé. Et puis, effectivement, on fait des actions en collaboration avec des partenaires, parce qu'on le voit avec toute cette complexité et tous les moments de la bonne information au bon moment et avec l'ensemble des solutions qui sont possibles, c'est quelque chose qu'on travaille en partenariat. Donc, par exemple, on va travailler, d'ailleurs, il y a une action qui est soutenue par l'INCa en Franche-Comté autour de visioconférences sur le fait de pouvoir en fait mobiliser, donner de l'information aux malades sur sur les possibilités de revenir en emploi. Il y a des actions, par exemple, dans les Hauts-de-France avec l'ARS et d'autres partenaires de la remobilisation autour de création de lieux d'échange, autour des échanges, des espaces ressources cancer, où là on va trouver de multiples partenaires qui vont pouvoir travailler et sur la mobilisation, l'aspect accompagnement par rapport à la maladie et la santé, et aussi par rapport au projet de retour en emploi. Donc il y a plusieurs types d'actions qui sont menées, y compris il n'y en a pas une seule et unique qui est faite d'un point de vue national, c'est-à-dire que ce sont des initiatives qui sont faites dans différentes régions.
plusieurs niveaux d'action. Il y a ce qu'on fait au niveau national avec tous les partenaires, y compris avec l'État, bien sûr. Là, je vois les collègues de la GFIP. Donc, on fait beaucoup d'actions au niveau national. On travaille avec les Cap Emploi, avec Pôle Emploi, avec l'OETH, avec de multiples acteurs qui développent des actions. On travaille beaucoup avec la DGT dans le cadre de la mise en place de la loi du 2 août pour ce travail de coordination, de coopération avec les services de santé au travail. Donc, on a de services prévention santé au travail, pardon. Donc, on a toutes ces actions au niveau national. Et puis ensuite, effectivement, on a beaucoup d'actions au niveau local, régional, départemental, au plus proche des besoins des assurés. Voilà. Alors, on va s'arrêter sur le temps partiel thérapeutique. On en a déjà beaucoup parlé, puisque c'est un dispositif, en tout cas, qui est pour le coup connu, puisqu'on va regarder, là, les chiffres sont plutôt bons, connu à 86% par les actifs, à 82% par les entreprises, 32% des salariés ont recours. Encore une fois, c'est cette enquête qui a été diligentée par l'INCA, enquête BVA. Alors, Brigitte Le Guilcher, vous avez donc mis en place ce temps partiel thérapeutique. Donnez-nous donc cet exemple, voilà, parlez-nous-en, parce que vous l'avez travaillé au quotidien. Concrètement, alors oui, effectivement, le temps partiel thérapeutique, c'est quelque chose, c'est un dispositif qui permet de revenir plus doucement au travail. Cependant, dans certains cas, on ne peut pas le mobiliser parce que justement, concilier santé et travail, c'est concilier des exigences plurielles, de performance du travail. On est dans une entreprise, d'équipe, de collectif, dans un cadre qui est celui de la sécurité sociale et de la direction générale du travail, un cadre légal qui est dense, touffu, compliqué. Donc en fait, ce qui se passe, et je vais partir d'exemples très concrets. Je vais m'expliquer, où on n'a pas du tout choisi le temps partiel thérapeutique pour les raisons suivantes. C'est un salarié qui est venu nous voir, qui avait vraiment une maladie rare, difficile, et qui avait des traitements, donc il n'est pas arrêté, qui avait des traitements tous les 15 jours à l'hôpital, sur des jours qui pouvaient être variables, et les traitements eux-mêmes tous les 15 jours pouvaient changer du fait des demandes de l'hôpital qui avaient un certain nombre de contraintes. Ce que nous disait aussi ce salarié, c'est que à l'issue d'un traitement, certes, il était fatigué, mais tout à fait en capacité de mener un certain nombre de dossiers. Donc, on a réuni tout le monde. Et lui, ce qu'il voulait, c'était faire varier son travail en fonction de son activité, faire de ses traitements tous les jours, voire toutes les heures. Bon. Autant vous dire qu'avec le temps partiel thérapeutique, c'est juste impossible. Parce qu'en fait, nous, on le qualifie de temps figé. C'est-à-dire c'est une quantité de travail, comme vous l'avez rappelé, mais qui doit être absolument lissée sur la semaine avec des jours fixes et des heures de travail fixes. Donc là, on était dans l'impossibilité, vraiment, de mobiliser ce dispositif. Donc, nous avons convenu avec le manager, le médecin, nos juristes, parce que c'est tout ce cadre-là, nous avons convenu de ce qu'il était possible de faire en tant qu'employeur pour aider cette personne. Donc, on a un dispositif qui est des bulletins d'hospitalisation autant que de besoin lorsque nécessaire. On a adapté complètement notre horaire collectif, on lui a fait des horaires aménagés, puisqu'en fait, on est responsable devant la loi d'un accident du travail ou quoi que ce soit. Donc, on a aménagé tout son temps de travail, et on a la chance aussi à l'Institut, comme je vous l'ai dit, d'être précurseur sur le télétravail, avec on pourra en reparler, du fait de la pandémie. Donc on a des forfaits depuis janvier 2022, très différents. Donc en fait, on lui a donné beaucoup plus de jours de télétravail que ce à quoi il avait droit. Et tout ça est formalisé dans un avenant au contrat de travail entre la personne et l'ensemble des acteurs concernés, le manager, etc. Alors, donc là, vous lui avez proposé vraiment une clé en main. Clé en main, voilà, ça, c'est cas par cas. Mais en fait, vraiment, sincèrement, toutes les situations auxquelles nous avons été confrontés de personnes touchées par un cancer qui reviennent, qui veulent revenir, et beaucoup, ils sont vraiment nombreux à vouloir à vouloir revenir travailler, avec tout ce que ça suppose, mais la conférence l'a parfaitement montré ce matin. On s'aperçoit que ça ne suffit pas d'en parler. Et en fait, il y a tout un tas d'adaptations à faire au niveau même de l'activité de travail. Et on parlait d'organisation, d'activité de travail, c'est elle qui va être changée. Certains ici mobilisent le travailler comme après. Et c'est tellement juste, parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'activité de la personne elle-même, elle ne revient pas comme avant. Elle est fatiguée, il y a encore les traitements, des problèmes effectivement de cognition, de concentration. Donc il faut changer un peu la donne et trouver, alors ça c'est intéressant aussi, trouver des ajustements entre son équipe, son manager
et les performances qui sont attendues du collectif, des ajustements, on a dit équitables. Et le mot est posé, et c'est équitable, pour pas que certains soient en surcharge de travail, ce qui est normal, et d'autres se sentent coupables. Les personnes qui reviennent travailler nous disent je veux être utile, je ne veux pas être un poids pour les autres, je ne veux pas leur créer de la surcharge. Ça, c'est important. Donc, on essaie de trouver des ajustements les plus équitables possibles. Donc, ça revient à dire, est-ce qu'il y a dans l'activité que vous meniez au sein d'une structure des activités utiles à tous ? De la recherche ou de la bibliographie, ça peut prendre différentes formes qui peuvent être utiles à tous, mais qui peuvent faire sans avoir des exigences de contraintes très, très dur. Nous, on a des rapports, il y a des contrats à rendre à l'autorité de sûreté, aux politiques publiques, et il y a des délais. Quand une centrale doit redémarrer, il y a des délais à respecter. Donc, il y a des exigences temporelles très différentes. Donc, où est-ce qu'on peut trouver des marges de manœuvre ? Ça se construit. Donc, déjà, l'activité, elle est bouleversée, mais c'est aussi, par exemple, le diable est dans les détails, c'est qu'un manager doit, autant que faire se peut, organiser les réunions de service ou les réunions de collectives sur les temps de travail de la personne. Ce qu'on fait aussi, mais à titre exceptionnel, pour les besoins de formation ou de mission, et qui sont en dehors des horaires prescrits dans le temps partiel thérapeutique, le médecin du travail va donner, on se réunit avec le médecin de travail pour qu'il dise « Ok, là il est en dehors des heures telles qu'elles sont conçues dans le temps de travail thérapeutique, dans le temps de travail, pas à mi-temps effectivement, dans le temps de travail thérapeutique, et on adapte. » Et on a adapté, et chaque situation, c'est de la dentelle. Chaque situation est singulière et elle se co-construit avec tous les acteurs dont on n'arrête pas de parler depuis le début. Mais chaque situation est singulière. Donc c'est au cas par cas, et c'est vrai que là, on voit qu'il y a un effort très important qui est mené au sein de votre entreprise. Mais alors justement, si ce temps partiel thérapeutique n'est pas assez souple, qu'est-ce que vous répondez en tant que CNAM, en tant que aussi DGT ? C'est vrai que j'ai pas mal de questions. On me dit que le temps partiel thérapeutique est soumis à la décision du médecin conseil de la CNAM, c'est le cas. Et que faire si ce dernier refuse ? Et aussi les problèmes de rémunération. Alors, on ne va pas répondre à toutes les questions malheureusement, mais en tout cas, est-ce qu'il faut le revoir, ce temps partiel thérapeutique, le cadre, l'assouplir ? Alors, c'est le point de vue, je dirais, de la CNAM, mais le temps partiel thérapeutique est une mesure qui est extrêmement souple, puisque en fait, on est sur une mesure. Le n'a pas l'air totalement d'accord. Non. Alors après, elle n'est pas. Je ferai une différence entre souplesse et adaptation ou adaptabilité du dispositif à la situation qui est évoquée par Brigitte. Donc, il est souple en ce que, en fait, en tout cas en ce qui concerne l'assurance maladie, on n'intervient pas sur l'organisation de ce temps de travail, de ce temps partiel thérapeutique. En revanche, effectivement, comme son nom l'indique, c'est un temps partiel thérapeutique, donc prescrit. Donc il y a une prescription d'un médecin traitant qui doit déjà être d'accord sur le temps de travail ou le temps thérapeutique sur cette mesure. C'est un accord avec le médecin du travail, bien sûr, aussi. Et puis, évidemment, l'organisation du travail évoquée par Brigitte. Donc le souhait du salarié, lorsqu'on est dans une entreprise avec un salarié, donc le salarié et son employeur. Donc en fait, il y a la difficulté, c'est que ce temps partiel thérapeutique peut ne pas correspondre en fait aux exigences, aux contraintes, aux objectifs qui sont ceux de l'organisation de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une durée maximale ? Alors, la durée maximale, c'est environ 1 an, parce qu'en fait, on prend en compte, alors c'est un peu compliqué, mais c'est tout aussi les durées d'indemnité journalière, etc. Donc en fait, il y a une limitation dans le temps, et ce dispositif est fait justement pour être une période transitoire entre le temps d'arrêt potentiellement à temps plein, ou pas forcément, mais voilà, sur plus de 50% par exemple, jusqu'à revenir à un temps complet. Donc c'est forcément quelque chose qui est limité dans le temps, et qui donc doit être adapté à la situation aussi en santé de la personne. Voilà. Donc après, il existe d'autres dispositifs mobilisables que le temps partiel thérapeutique, qui est une bonne formule, puisque nous, en tout cas aujourd'hui, comme vous le disiez, d'abord c'est un dispositif qui est connu, mais aussi qui est utilisé. Donc c'est une bonne formule. Après, elle n'est pas forcément adaptée à toutes les situations et de la personne et de l'entreprise dans laquelle ce temps partiel est exercé. Solène Taokali, est-ce qu'on réfléchit justement à cet assouplissement au sein de la DGT ? Oui, c'est vraiment, on travaille actuellement sur des propositions sur comment est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer ce temps partiel thérapeutique. Mais je voudrais aussi rebondir sur le fait qu'on le voit bien dans l'exemple qui nous a été proposé par Brigitte, que c'est vraiment au niveau de l'entreprise qu'on peut trouver les meilleures solutions pour s'adapter selon la situation personnelle de chaque salarié. Donc c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut jouer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là, Didier Sartier ?
On peut être que d'accord, et en même temps, il faut rappeler que le tissu des entreprises en France, il est constitué de grandes et de petites entreprises, et que pour les moins de 250, il y en a une grande part qui n'ont même pas de fonction RH. Et Oui, on a là, parlé tout à l'heure, voilà, déjà de comprendre les dispositifs et autres. Donc tout ce qui est un peu compliqué et renvoyer à l'entreprise, faites, organisez-vous. Alors là, on a affaire à une entreprise qui est évidemment pleine de savoir-faire, pleine d'éléments et qui est très sensibilisée à la question et qui du coup, ça facilite les choses. Imaginez, voilà, prenez une entreprise quelconque et l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, ça peut être une entreprise de 30 salariés, ça aurait très bien marché. Ben, ça devient toujours plus complexe. Et faire appel à un ami devient la nécessité, en quelque sorte. Donc c'est l'organisation qu'on doit réussir à mettre en place. Il y a des dispositifs, mais c'est de pouvoir accompagner évidemment les salariés et dans le parcours, comme ça a été dit par Thierry, mais aussi accompagner les entreprises elles-mêmes, quelle que soit leur taille, à trouver les solutions et à pouvoir adapter finalement les contrats de travail, comme on l'avait évoqué. Et c'est vrai que le temps partiel thérapeutique a demandé à une petite entreprise comment je peux le traiter, est-ce que je ne vais pas me mettre en risque juridique, est-ce que l'assurance maladie ne va pas et ainsi de suite, 3 petits points. C'est compliqué. Donc il y a besoin d'accompagnement aussi des entreprises, de faire connaître. On sort quand même où on est dans une société où la performance était la normalisation, et on est en train d'expliquer que maintenant la performance, c'est l'individualisation, la singularité. Alors je recherchais le mot. Et vous pensez que c'est pas audible en ce moment justement de parler de cette personnalisation? C'est audible, c'est une demande, ça donne du sens au sein des entreprises. Donc je crois que le terreau est très fertile pour le faire, mais néanmoins, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le dire dans des colloques. Maintenant, il faut aussi trouver le moyen d'accompagner chaque entreprise à permettre, et donc de mettre les bons accompagnements autour, à donner ces solutions et à expliquer que c'est possible. Alors Sylvie Pedroni, que je cite, dit que les protocoles handicap des entreprises aident à ces adaptations personnalisées. Vous nous le confirmez? Alors, oui, comme je le disais tout à l'heure, finalement, ce que l'on vit en ce moment avec la montée très forte des maladies chroniques, on sort d'une période où le handicap, ok, il était lié à une accidentologie, il était lié à l'usure professionnelle souvent. Là maintenant, il vient en masse, on a une forme de tsunami qui nous arrive à travers ces maladies chroniques qui rentrent dans l'entreprise. Parce que justement, on revient en emploi, ce qui est une excellente nouvelle, mais qui en même temps suppose de nouvelles adaptations, et l'entreprise n'y est pas encore totalement prête. Et il y a donc un enjeu majeur à faire connaître ces situations, faire connaître que c'est possible, que c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand on parle de maintien, parce que depuis longtemps, on a développé des dispositifs de maintien, ça s'appelait les SAMET, maintenant c'est les Cap Emploi qui portent ça, et l'objectif était, et d'ailleurs leurs clients étaient souvent des entreprises même de moins de 20, donc, et souvent c'était des sujets. Or, le premier système de maintien, c'est de l'organisation. On en parle depuis tout à l'heure. Donc, on n'est pas du tout surpris, et on parlait de plein d'autres formes de handicap. Donc, on n'est pas du tout surpris, nous, et au contraire, comme je disais tout à l'heure, ça résonne très fort chez nous, parce que les sujets qu'on aborde aujourd'hui à travers les problématiques de cancer ou de maladies chroniques évolutives, ou toute autre forme de pathologie qui peut exister, qui viennent du domaine du soin, résonnent très fortement avec les problématiques handicap que l'on connaît maintenant, nous, depuis de longues années. Et donc, ce n'est qu'une adaptation complémentaire, des problématiques complémentaires à traiter. Patrick Isartel, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit? À l'inverse, juste pour finir, c'est peut-être même une chance pour globalement le sujet du handicap. Comme souvent, d'ailleurs, le cancer a été porteur d'innovation dans beaucoup de domaines. S'il peut l'être aussi sur la manière finalement d'intégrer le handicap et les troubles au sein de l'entreprise, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avant de vous donner la parole, justement, c'est pas tabou, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on a un cancer, on se dit pas je vais être handicapé. Est-ce que ça, c'est pris en compte suffisamment? Non, c'est à vous que je pose la question, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que... après, Patrick Isartel, je vais vous poser la question, vous allez réagir, mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est peut-être compliqué pour quelqu'un qui a un cancer, ensuite de se dire, en fait, j'ai un handicap. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que, effectivement, l'information passe? Est-ce que les gens dépassent ce tabou, on peut dire ça, hein? Non, le sujet, c'est pas de dire j'ai un handicap ou j'ai telle pathologie. C'est plutôt dire, pour être performant, j'ai des besoins au sein de l'entreprise.
et le collectif a besoin de connaître, ça a été dit, hein, un certain nombre d'éléments pour pouvoir finalement être dans cette relation humaine de qualité, et pour pouvoir agir avec quelqu'un de qualité. Si on cache les choses, souvent on n'arrive pas à une relation humaine de qualité, donc on n'arrive pas non plus à une relation professionnelle de qualité. C'est ça le sujet, c'est pouvoir exprimer ses besoins, pouvoir exprimer où on en est, en étant aussi attentif à l'intime, bien sûr, mais il y a besoin de faire cette relation au sein de l'entreprise, au sein partout d'ailleurs, et c'est ça qu'il nous faut construire, et on le sait aussi, quand on n'est pas dans cet échange, quand on n'est pas dans cette expression, c'est aussi potentiellement le début de difficultés, et même de difficultés très fortes. On le voit dans un certain nombre de domaines, autour d'un certain nombre de handicaps. Les gens qui veulent surcompenser ou compenser tout seuls, des fois ça craque, des fois ça marche pas, et donc du coup il faut retenter ailleurs, et c'est une perte de chance. Oui, pour ce que tout le vous nous monde. dites, c'est que vous proposez des dispositifs et qu'il faut donc en profiter, n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas il faut les utiliser parce qu'ils existent et que c'est important. Patrick Sartel, vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit? Didier indiquait qu'il y a un tsunami qui est arrivé, il est déjà là le tsunami. On a des chiffres depuis une dizaine d'années qui nous disent qu'on a 20% de personnes atteintes de maladies chroniques dans les entreprises. Donc chaque personne qui est en entreprise ici, il a un collègue sur 5 qui a atteint une maladie chronique. Le CESER nous dit que c'est 5% de plus tous les ans, alors parce qu'on a une meilleure détection, parce qu'on a aussi un avancement en âge. Donc du coup, on bascule d'une vision un peu sociétale, où on était tous des surhommes en entreprise quand même. Oui. On attendait un peu de performance. Productivité maximale. maximale. Une vision aujourd'hui où on commence à comprendre qu'il faut peut-être adapter un peu l'organisation du travail à l'homme, sauf que le Code du travail le dit depuis des décennies. C'est un peu les principes généraux de prévention. Et donc, à un moment, on nous dit on va adapter l'organisation à l'homme et on va pouvoir mettre sur la table nos vulnérabilités. La bascule, elle ne se fait pas aussi simplement que ça. Donc, du coup, ça a vraiment nécessité d'être accompagné. Ce qu'indiquait Brigitte, tout le parcours qui est dans l'adaptation de l'organisation du travail à l'IRSN, c'est juste ça qu'il faut faire. Mais ce qui est fait, c'est mettre les gens autour de la table, ajuster l'organisation en interne au regard des dispositifs publics existants, et c'est faire parler les gens, tout simplement. Oui, mais Brigitte Le Guilcher le disait, c'est vrai que votre entreprise, elle a les capacités, c'est une grande entreprise ou pas, non? Et il y a une volonté derrière. Oui, mais c'est en fait, par rapport à la conférence, j'ai trouvé ça un outil extraordinaire. Parce qu'on les a tous. On les a tous, les loups, on a tous ces gens qui sont à la fois bienveillants, maladroits, qui veulent pas, qui n'ont pas envie d'être trop surchargés. On a tout ça. Et on joue avec tous ces humains-là. Et des fois, c'est très, très compliqué. Alors, on a les humains plus les cadres juridiques. En fait, moi, je suis ergonome. Donc, depuis la nuit des temps, on se bat. C'est notre credo dans notre domaine. On a montré combien il était essentiel que le travail s'adapte à l'homme et pas l'inverse. Ça, c'est depuis les forteresses volantes pendant la dernière guerre, quand on en a eu marre de perdre les pilotes parce que les avions n'étaient absolument pas adaptés au mode de pensée, à la cognition humaine. Donc ça, c'est depuis la nuit des temps. Ça a du mal à aller dans les entreprises, on en est d'accord, mais il n'empêche que ça s'invite de plus en plus. De plus en plus, certes, il y a eu les TMS, il y a eu tout ça, mais aujourd'hui, le tsunami, il est aussi avec la révolution autour de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, Oui, le effectivement, la sens pandémie. du travail, Ouais. tout ça. Et donc là, tout ça oblige les entreprises à faire encore un pas supérieur dans ces domaines-là. Donc il ne faut pas croire que tout soit rose à l'Institut, je ne veux surtout pas que vous croyiez ça, mais on a un cadre facilitateur, mais on se bat au quotidien. Justement, la pandémie, vous l'avez dit, la crise sanitaire, il y a eu un avant et après, même pour traiter ces questions de retour à l'emploi pour le cancer et autres. Est-ce que vous l'avez constaté? Qui veut répondre à ces questions? Il y a une certitude, c'est que les problématiques existaient déjà avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a eu juste un effet révélateur de vulnérabilité des personnes. Quand on a développé des dispositifs, alors évidemment je vais perdre mes acronymes, qui permettaient aux personnes atteintes de maladies chroniques ou vulnérables d'être systématiquement en télétravail, c'était juste des personnes qui potentiellement n'avaient jamais fait écho de leurs difficultés au quotidien. Et donc il y a eu un rôle révélateur énorme de la crise par rapport à ça. Puis on s'est rendu compte que les gens étaient en surcharge de travail, que les gens développaient des syndromes psychosociaux. On s'est rendu compte qu'on n'était pas équipés. Enfin, il y a eu un effet, je ne vais pas dire salvateur d'une crise, ce serait un petit peu Oui, ça permet d'avancer. compliqué, mais ça a mis
un peu en lumière certains points. Je dirais, le gros enjeu maintenant, ça va être que la lumière ne retombe pas trop. Voilà, on verra ça. Vous vouliez réagir à cette Non, question de la pandémie? Juste sur la pandémie, je pense un des éléments quand même forts, c'est justement le développement du télétravail pendant la pandémie, qui permet, ça existait avant, mais à toute petite dose, et donc maintenant ça a permis de révéler la capacité du télétravail et à apprendre à travailler en télétravail, et que le management apprenne aussi à utiliser le télétravail. Donc on a encore des progrès à faire, mais en tout cas c'est devenu un outil commun, et comme ça peut être utile dans un certain nombre de situations, tant mieux, c'est-à-dire qu'on a un outil de plus qui fonctionne et qui fonctionnera de mieux en mieux. Voilà, c'est ce que nous a permis aussi cette crise. Peut-être un petit bémol quand même là-dessus. Je pense que dans les situations particulières qu'on vise, d'une manière générale, alors après on pourrait échanger des opinions personnelles sur le télétravail, mais je pense qu'effectivement ça a répondu à une situation de crise qui était évidente dans un mouvement qui existait déjà, et ça a répondu à une nécessité. Mais il faut quand même faire attention, parce que le risque du télétravail, c'est au fond le risque de la dissolution de la communauté de travail. Donc on peut le dire de manière générale, là, comme je viens de le dire, pour tout le monde, pour tous les salariés. C'est-à-dire le fait qu'on ne se sente plus véritablement membre d'un collectif, et que ce collectif ne soit plus finalement une ressource de solidarité. Je pense qu'il est particulièrement une question qui prend de l'acuité pour les salariés qui sont malades, parce qu'ils sont déjà dans une situation peut-être d'écart. On l'a bien vu dans la conférence théâtralisée, où la relation à la communauté de travail, aux managers, mais c'est pas pour dire qu'il ne faut pas de télétravail, hein, Didier, mais il faut le prendre en compte. Le collectif. Il faut le prendre en compte, parce que le risque, voilà, l'appartenance à la communauté de travail, et être dans un collectif et avoir une utilité dans ce collectif, c'est aussi ça qui fait que le travail participe au processus de rétablissement. Alors, je n'allais pas dire à l'épanouissement de la personne, mais en tout cas, lui donne une gratification, lui donne quelque chose de plus pour être dans ce processus de rétablissement armé. Donc, soyons vigilants sur les dispositions qui sont mises en place pour éviter que on n'ait pas de mouvement qui soit centrifuge, mais au contraire qui attire vers le centre de la communauté le plus possible, tout en laissant la place au télétravail, parce que dans certaines situations, effectivement, même si le temps partiel thérapeutique, voilà, et aujourd'hui on a une chance d'avoir ce dispositif-là, c'est une vraie chance. On voit bien quand même que les entreprises sont confrontées à la difficulté parfois de le mettre en œuvre, et avec des contournements juridiques qui ne les mettent pas dans une situation aussi évidente que ça. Donc, et le télétravail peut aussi peut-être apporter quelques éléments de réponse de ce point de vue-là, mais vigilance sur la notion d'appartenance à la communauté. Alors, il y a beaucoup de questions pour vous, Marie-Ange. Alors, effectivement, on me demande qui décide de la fin du temps partiel thérapeutique, quelle suite à mener si le salarié ne veut pas reprendre à temps plein. Ça, c'est des cas de figure qui sont pris en compte par la CNAM, j'imagine. Parce que vous nous avez dit que ça durait 1 an, c'est ça? Ou 1 an, environ, plus ou moins 1 an, comment ça fonctionne? En fait, c'est une mesure transitoire. Donc, en fait, après, il y a des calculs un peu savants sur aussi la durée d'indemnisation sur les IJ. Donc, il faut vraiment voir la situation individuelle. Il y a des dispositifs qui sont plus ou moins pris en charge de façon courte. Vous parliez, alors, c'est pas que je vais pas répondre sur le temps partiel thérapeutique. Là, sur des cas particuliers, ça va être difficile de répondre à chacune des situations. J'imagine, si tout le monde vit avec son dossier. Mais en tout cas, effectivement, je vais juste rebondir sur ce qui a été évoqué par rapport à la crise sanitaire, parce qu'effectivement, il y a des mesures pour lesquelles, en fait, la distance et le télétravail n'est pas possible. Donc, et là, c'est pas un problème de souplesse du dispositif, c'est les conditions dans lesquelles on le fait. Par exemple, on évoquait l'essai encadré, qui permettent d'avoir un tutorat pour pouvoir soit revenir sur son poste de travail ou essayer un nouvel emploi. Il y a des postes sur lesquels ça ne s'applique, on ne peut pas, en fait, mettre en place un travail à distance. C'est le cas aussi de un certain nombre de formations ou d'accompagnement tutoré. Donc voilà. Donc, nous, en tout cas, d'un point de vue assurance maladie, nous, on a eu très peur de perdre le contact avec nos assurés qui étaient accompagnés dans le cadre de leur parcours, soit de sécurisation de parcours en santé, soit de retour en emploi. Pendant cette crise sanitaire, on a adapté nos pratiques pour pouvoir aussi tenir compte de cette distance, entre guillemets, obligée, pour pouvoir maintenir le lien. Et puis, on a aussi développé de nouvelles pratiques professionnelles et qu'on utilise encore aujourd'hui post-crise. Mais donc, par rapport, en fait, à la situation... parce qu'en fait, comme on a eu beaucoup de questions, le temps file, désolé. Je ne sais pas si... Alors, vous pouvez nous rappeler la question sur le temps partiel? La question, c'était de savoir si, effectivement, ça pouvait être prolongé après 1 an, et qui décidait, en fait, de l'arrêt. Normalement, c'est pas prolongé, sauf s'il y a des raisons médicales. Voilà, sauf qu'il faut vraiment voir le cas de la situation de la personne. Généralement, quand on met en place un temps partiel thérapeutique, on est après d'autres types de mesures d'accompagnement qui ont eu lieu avant.
Donc en fait, c'est une des mesures qui permet de revenir à temps complet. Après, il est possible que ce ne soit pas le cas. Dans la conférence ce matin, on a vu aussi des gens qui repartent en arrêt de travail. Et dans ce cas, du coup, vous voyez, un autre arrêt de travail peut se mettre en place et d'autres mesures peuvent s'enclencher. Mais on n'est pas sur quelque chose qui va, vous voyez, s'enchaîner en se disant, bah, tiens, on en fait un, puis on en fait un deuxième, on en fait... Puis on renverra au MOOC tous ceux et toutes celles qui nous regardent, effectivement, de la CNAM, parce qu'il y a beaucoup de questions pour vous, notamment. Je vais vous demander un exercice très difficile, juste en quelques mots, chacun, et on terminera avec vous, Thierry Breton, sur comment améliorer. Quelle est pour vous la priorité aujourd'hui? Mais vraiment très court. Brigitte, on va commencer avec vous. Alors, concernant l'Institut, nous, c'est vraiment... les gens parlaient de sidération. Donc, ils ont besoin d'être aidés tout de suite, ceux qui apprennent là, mais ils ne peuvent plus réfléchir. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que, je suis désolée, pour les dispositifs, les cadres juridiques sont extrêmement complexes. En plus, nous, on a tout un tas d'accords qui ne sont absolument pas connus ni lisibles. Donc là, la première action qu'on va faire, c'est vraiment les formaliser, les rendre lisibles et intelligibles pour le commun des mortels auquel j'appartiens. Voilà, merci pour Brigitte. On va continuer. Voilà, brièvement, le plus brièvement possible. Parce qu'il y a les masterclass qui L'enjeu attendent. par rapport à ce que vous dites, pour nous, c'est en fait le bon moment, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de la détection pour des problématiques, des situations des personnes, et ensuite le bon moment pour proposer le bon accompagnement et l'individualisation de la solution qui pourrait être proposée. Merci Marie-Ange. Eh bien, pour nous, l'enjeu, ça va être de mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs de la loi du 2 août 2021 qui renforcent vraiment la place du médecin du travail. Donc, on travaille là-dessus, donc la Direction générale du travail. Juste tout à l'heure, on citait qu'il y avait une mauvaise connaissance des dispositifs. Il faut savoir que sur le site du ministère du Travail, vous avez quand même beaucoup de ressources, notamment une cartographie du maintien en emploi qui en fait recense tous les dispositifs qui existent, comment on peut les mobiliser, quels acteurs solliciter. D'accord, donc voilà, vous nous invitez à aller sur le site pour on va se consulter rendre tout compte ça. qu'on est dans la même administration avec Solène. Deux, trois mots très rapidement, simplement, mais Solène évoquait le plan santé-travail, c'est un rapprochement des orientations santé publique et santé au travail qui est fondamental, parce que le point d'entrée pour le patient, c'est le médecin, c'est le spécialiste, c'est pas le médecin du travail, il arrive qu'après coup. Et encore pire pour les indépendants, et toute la terminologie maintien en emploi, aujourd'hui, ne parle pas à un indépendant. Lui, il est en activité, il bosse. Et peut-être un point qui a été évoqué très très brièvement depuis ce matin, c'est la place des aidants. Quelle place on fait aux aidants, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant. Sur les indépendants, on a 30% des personnes, des conjoints ou des maris, des femmes, qui changent leur propre organisation du travail pour être en soutien de l'activité de l'autre. Et donc, comment on compense ça et comment on compense les pertes de revenus d'un travailleur indépendant qui a un gamin malade, par exemple, qui peut passer de 5 000 à 900 euros, par exemple. Enfin, voilà, on a plein d'enjeux qui se jouent à la fois sur la propre maladie ou celle du proche. Et vous travaillez dessus et bientôt, il y aura des méthodologies mises en place. Elles existent déjà, des méthodologies d'intervention, des formations modulaires à distance en inter, et tout ça, comme sur le site du ministère, nous c'est sur le site de l'agence. Non, à mon sens, au regard de la situation où on est aujourd'hui, le faire connaître de manière massive au niveau du grand public, parce que on a tout un tas de choses qui ne sont pas connues. Je crois que c'est le bon moment de faire connaître ce sujet, peut-être par une grande campagne nationale collective sur ce sujet, pour faire en sorte que l'ensemble des collectifs soient sensibilisés, l'ensemble des salariés, et qu'on puisse après enclencher dans chacun chez soi un certain nombre d'éléments complémentaires. Donc moi je crois qu'aujourd'hui c'est le moment d'en parler très très fortement, et j'en profite pour remercier l'Institut du cancer pour prendre ce sujet à bras le corps. Donc Thierry Breton, votre conclusion? Conclusion ou priorité, vous voulez, Estelle? Priorité, conclusion. Je sais que vous allez faire les deux. Oui, alors priorité, mais pour reprendre un peu ce qu'ont dit les collègues, je crois que la priorité pour l'Institut, c'est très clairement, on parle du point de vue de l'Institut, mais au fond, on n'est pas seul concerné, évidemment, hein, mais c'est de sensibiliser. Hein. Donc je crois que la question de faire émerger le sujet dans les entreprises reste une question qui est devant nous. Hein, même s'il y a des grandes organisations, l'IRSN en fait partie, des grandes entreprises qui sont déjà actives sur ces questions-là, qui ne nous ont pas attendus. Il ne faut pas non plus penser que dans les entreprises, il ne se passe rien et qu'on attende qu'il se passe quelque chose à l'INCA ou ailleurs pour faire des trucs. Hein. Il y a déjà des actions. Mais la question de la sensibilisation est très importante, et la question de la sensibilisation vers les PME est encore plus importante. Et ça, c'est plus difficile, parce que ça suppose sans doute une action régionalisée ou territorialisée, je ne sais pas comment le dire, qui est un peu, qui encore reste engagé. On avait fait une expérimentation avec l'ANACT en 2015-2016.
dans 5 régions, on s'était rendu compte que voilà, les PME étaient quand même très loin de pouvoir aborder la question avant même de réfléchir aux dispositifs qu'elles pourraient mettre en place. Donc la sensibilisation, l'accompagnement, je ne sais pas si c'est le maître mot, mais il est important. L'accompagnement des entreprises, ne pensons pas que les entreprises ne veulent pas, mais pensons plutôt que les entreprises ne savent pas forcément comment faire. Effectivement. Voilà, elles ne savent pas forcément comment faire. C'est des sujets qui sont compliqués. On est dans des choses qui sont délicates. On est dans des sujets qui sont difficiles à aborder en entreprise, qui sont humainement difficiles pour tout le monde, qui sont organisationnellement difficiles. Donc il faut accompagner, mettre des petites briques, parce que le souci qu'on doit avoir à l'esprit en permanence, c'est celui de l'effectivité. C'est-à-dire, on est tous d'accord pour travailler sur ces questions-là. Le but du jeu, c'est que ça rentre dans la vie quotidienne. Voilà, Des entreprises, l'accompagnement, et puis je dirais, alors je ne sais pas si, pas en guise de conclusion, d'abord je suis content qu'on soit tous, et content qu'on organise ce colloque et de voir qu'il suscite de l'intérêt, mais en guise de conclusion, je dirais qu'on a vraiment besoin de continuer à travailler ensemble. Je crois que c'est un élément important au niveau national comme au niveau régional. Ministère du Travail, Ministère de la Santé qui était présent à d'autres occasions dans les colloques, la GFIP, l'ANACT, parce que c'est ensemble qu'on y arrivera. Et ce n'est pas uniquement un acteur qui peut, je dirais, tenter de changer la donne seul dans ces paysages si complexes. Mais si on est réunis ensemble et si on a la persévérance nécessaire, on peut avoir l'espoir de changer quelque chose. Voilà, jouer collectif, comme les Bleus hier. Voilà, jouer collectif.